Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Sublime Skins et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant, le métier d'agence en pleine mutation. Avec l'émergence des nouvelles technologies publicitaires, la capacité de certains annonceurs à gérer de manière autonome leur stratégie d'acquisition, la transparence des transactions publicitaires facilitées par des concepts comme le header bidding, l'émergence de nouveaux acteurs issus du domaine du conseil nous font penser que les agences sont en phase de mutation. Mais de quoi parle-t-on en réalité? Pour en discuter, Pierre-Antoine Durja d'Adventory, Arnaud Loga de Zenith, groupe Publicis, Guy Leflève d'AdClick, Louis Terme d'Index Exchange. Bonjour messieurs, bienvenue sur The Programmatic Society. Le thème aujourd'hui, c'est la mutation du métier d'agence. Et quand on parle mutation du métier d'agence, on pense à un mot dont on parle, qui est beaucoup prononcé ces derniers temps, c'est la fameuse désintermédiation. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Antoine? Je pense c'est un mot qui n'est pas très vrai parce qu'il n'y a jamais eu autant d'intermédiaires qu'aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de désintermédiation. Il y a une vraie réorganisation, c'est sûr, le changement de rôle. Je pense qu'il y a un grand changement qui est en lame de fond, c'est que le digital est devenu un vrai cœur de métier pour l'annonceur. Et donc le digital, c'est plus seulement un média, c'est un cœur de métier. Et donc dès cet instant-là, il y a des choses qu'il veut internaliser, des choses qu'il veut gérer lui-même, des choses qu'il veut déléguer différemment, avec plus de contrôle. Donc je pense que ça a amené un peu tout le monde à se repositionner, sans forcément qu'on voit tant de désintermédiation que ça. Même s'il faut bien reconnaître qu'on voit Google, Facebook aller directement à l'annonceur, donc on voit des gens qui allaient directement, enfin pas tellement directement à l'annonceur, y aller maintenant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie désintermédiation. J'ai l'impression que Google réintermédie peut-être plutôt. Arnaud? Écoute, je trouve que ce qu'on voit, parce qu'on parle de programmatique quand même aujourd'hui principalement, ce qu'on voit sur le programmatique ces derniers temps, c'est ce qui s'est peut-être passé aussi sur le search ces 5-10 dernières années, des intermédiations ou internalisation. Donc beaucoup en parlent, beaucoup d'annonceurs y pensent, peu le font, comme dit Pierre-Antoine. Je prends l'exemple de Procter, par exemple, de toute façon c'est assez public, qui l'année dernière a fait machine arrière avec son DSP Hawkeye, et qui finalement, vu qu'ils ont besoin d'innovation, de variété, et d'être nourris par tout ça, reviennent un petit peu quand même de ce modèle-là. Et pour toi? Il y a une notion d'intermédiaire qui existe et qui existe, à mon avis, pour moi, toujours. C'est vrai que l'arrivée du programmatique 2010-2011, on va dire 2009, 2010-2011, a créé des explosions de techno, de start-up dans tous les sens. Mais c'est un problème pour moi de beaucoup de compétences. On parle de Procter, je suis assez d'accord. Ils font peut-être un peu marche arrière. On a vu des annonceurs, des grandes marques françaises se faire aider pour les accompagner à avoir leur propre DSP, enfin l'accès DSP. Moi, je trouve qu'il y a des vraies questions sur les compétences, parce qu'il y a une volonté. Enfin, pourquoi des intermédiations? Souvent, le premier niveau un peu basique, c'est les coûts. Hein. Ouais. Bon. On a bien vu arriver le programmatique, et puis on s'est aperçu que les marques se sont aperçues que finalement, ça ne coûtait pas si cher que ça d'acheter pas de qualité, quelquefois, ou de la qualité, que ça coûtait moins cher. Et donc, du coup, les compétences internes des annonceurs sont, pour moi, pas encore au niveau. C'est un peu global, hein. Évidemment, il y en a certains qui sont très très élus. Et côté agence, il y a des expertises qui sont... Enfin, je veux dire, les annonceurs peuvent pas les avoir aujourd'hui, c'est clair. Et toi, Louis, qui travaille pour Index et qui est plus côté éditeur, mais qui est en contact régulier avec les acheteurs et les annonceurs, c'est quoi ton avis ou ton observation sur la désintermédiation? Donc, moi, je pense que la désintermédiation, c'est pas une finalité. Je pense que la position d'intermédiaire est pas négative. Ce qui va forcément m'aider à répondre ça, c'est le fait que je suis un intermédiaire, au final. Je pense que l'arrivée de la transparence, sur le programmatique notamment, va pouvoir amener les différents acteurs à juger la performance de chacun des intermédiaires. Et c'est ce qui va peut-être amener à la disparition de certains intermédiaires qui prenaient peut-être plus d'argent que ce qu'ils ne créaient. J'aime faire le parallèle. Alors, j'aime faire le parallèle avec le search, mais j'aime aussi faire celui avec les ad networks,
qui ont disparu, ou en tout cas dont une grande majorité a disparu avec l'arrivée du programmatique, tout simplement parce que le business d'un network à la base, c'est de packager de l'inventaire et d'optimiser des campagnes en fonction de l'historique. C'est maintenant une expertise que les trading desks se sont appropriés avec l'arrivée du programmatique. En revanche, ça ne veut pas dire que tous les ad networks sont morts, bien au contraire. Il y en a un certain nombre qui se sont remis en question, tant sur la partie technologique que sur leur offre, ou même qui ont réinjecté leurs revenus dans leur force commerciale, de manière à créer une offre différenciante des autres ad networks et d'être des succès parmi les plus importants à l'heure actuelle. On a des ad networks qui sont absolument gigantesques et qu'on ne considère plus comme des ad networks parce qu'ils ont réussi. Je pense à Tids, je pense à des gens comme Sublime Skins qui, à la base, avaient un métier de ad network, qui ont fait un changement complet de leur scope et qui en sont arrivés à la réussite qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Alors, quand on parle de désintermédiation, on pense beaucoup au métier d'agence, hein, puisque d'ailleurs c'est le thème de notre entretien. Et on pense que le conseil est un des leviers majeurs pour opérer cette fameuse mutation des agences médias et des trading desks pour apporter encore de la valeur aux annonceurs. Alors, est-ce que ce virage vers le conseil est une réalité aujourd'hui et comment ça se concrétise en fait ? Arnaud. Oui, c'est une réalité, clairement, sur certains annonceurs matures ou alors un peu plus agiles. Ce que je peux dire, c'est que les agences, on n'a pas forcément été tout de suite invités sur ces sujets de conseil parce que, historiquement, plutôt médias, plutôt négo, et on a vu les gros groupes, BCG, Accenture, etc., monter là-dessus. Et puis, on s'est organisé il y a 6 mois, 12 mois, 18 mois, je prends l'exemple de Publicis forcément, mais en créant, par exemple, des... Spine, c'est comme ça qu'on appelle chez Publicis, mais c'est plus d'une centaine de data scientists, data analysts et experts techno qui viennent nous aider, qui viennent supporter, qui viennent faire du conseil clairement. Alors quand on parle de programmatique, ça va être est-ce que tel annonceur a besoin de 2, 3, 4 DSP, faire des DSP championship, des choses comme ça, des analyses, etc. Donc oui, clairement le virage est pris. Parce que nous, on s'est organisé, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais il y a encore pas mal de chemin à faire sur le conseil. Encore. Les gros cabinets de conseil sont en plein sur vos plates-bandes, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour moi, il faut que les agences, on va dire, historiques, comme le groupe Publicis, aillent aussi sur les plates-bandes des cabinets de conseil, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire, entre guillemets, attaquer, si je peux dire. Si tu veux, il y a quand même un gros boulot de notre part d'évangélisation, auprès un peu du marché des annonceurs, de savoir dire qu'on sait faire ça et qu'on a les ressources pour ça. On est encore vu, pas chez tout le monde, pas chez tous les clients, mais on est encore vu dans les grandes masses comme agences médias, acheteurs, négo, etc. Oui, mais sur la partie buying, vous avez 1000 fois plus de légitimité qu'un Accenture. Ils sont en train de rentrer sur le terrain parce que programmatique, parce que techno, parce que compliqué pour les annonceurs, ils n'ont pas les structures. Aujourd'hui, vous avez 1000 fois plus de légitimité, pas que sur le programmatique, sur l'ensemble de la chaîne média globale. Et sur le buying, certes, mais on n'achète pas du Figaro, du TF1, du Bon Coin, parce que c'est écrit dans un annuaire. Donc voilà, les stratégies médias, le positionnement de la marque, le ton, et bien sûr la créa, on reviendra peut-être sur le sujet. C'est hyper important. Il y a une question de capacité à exécuter aussi, parce qu'on voit, on le voit de notre position, c'est que tous ces acteurs qui rentrent sur le conseil, ils conseillent mais ils ne savent pas faire. Et parce qu'ils n'ont pas l'historique d'exécution qu'il y a eu en agence. Et je trouve que c'est toujours assez délicat de conseiller quand on ne sait pas exécuter. C'est toujours une position très délicate, parce que finalement, à la fin, quand ça marche, c'est grâce à nous, et quand ça ne marche pas, c'est l'autre qui a mal exécuté, quoi. Et je me méfie toujours des gens qui conseillent et qui n'exécutent pas. Nous, on le vit bien à Adventory, parce qu'on est toujours un peu des deux côtés. On exécute les campagnes parfois on est simplement exécutant de quelqu'un d'autre. Et quand nous-mêmes, on doit analyser des campagnes qu'on fait tourner, si ce n'est pas nous qui avons défini le tracking, l'exécution, qui fait quoi, comment c'est organisé, la capacité à analyser est beaucoup plus faible. Je pense qu'il y a un trou qui s'ouvre un peu à ce que les annonceurs veuillent séparer conseil et exécution. Ça peut être assez dangereux pour eux. Ça participe à cette question générale de la désintermédiation. Aujourd'hui, nous, je le constate chez AdClick, nous, on a 77% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, depuis le début de l'année, qui est fait en direct avec les annonceurs, qui demandent, qui ont envie de transparence, t'en as parlé, et ça va aller de mal en pis, dans le bon sens d'ailleurs. On a besoin de transparence, d'infos, parce que ça a été une black box complète pendant 5, 6, 7, 8 ans. Il faut reconnaître qu'on est tous un peu responsables, on va dire. Donc si on veut que ça adhère plus, c'est clair qu'il va falloir leur apporter des infos claires et pertinentes. Tout le point capital de la transparence de notre côté aussi, et qui est clairement le gros enjeu, transparence auprès des annonceurs, qui enlèvera ce biais-là. Alors justement, on a évoqué conseil et exécution. C'est vrai que ma question autour de ce développement, de cette compétence de conseil, elle est vraie
pour les agences, mais elle est également vraie pour les fournisseurs de technologies, puisque tu l'as dit toi-même, le conseil, si on peut l'accompagner de l'exécution, et qui mieux qu'un outil pour exécuter les tâches qu'il faut faire. Alors justement, en tant que société technologique, comment vous arrivez, comment cette couche conseil est exploitée auprès des annonceurs, par exemple? Donc en fournissant du conseil aux agences et aux annonceurs directement pour leur donner les éléments pour pouvoir justement établir leur réflexion et apporter des réponses aux objectifs de campagne. La beauté de la chose, c'est que donc, moi j'ai un point de vue, je trouve que l'activation d'une campagne basique est de plus en plus simple. Les outils, les DSP, ont des interfaces de plus en plus intuitives. Je rappelle que tu n'es pas DSP. Je ne suis pas DSP. Je ne suis pas DSP. D'où l'objectivité de ta réponse. Nous ferons une petite formation au bureau quand tu viendras nous voir. On va te montrer comme c'est compliqué quand on a envie que ce soit compliqué. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les outils tu disais que les outils étaient une plus activation classique, une activation classique en programmatique a moins de barrières qu'une activation display il y a 10 ans pour un annonceur qui voudrait le faire lui-même. Les ressources existent, tous ces outils ont des facs en ligne, etc. Un annonceur qui veut se former là-dessus, il peut le faire. En revanche, au-delà de l'activation, la partie conseil sur le travail du média, etc., lui, il se complexifie de plus en plus. On parle quand même d'un secteur où au début, on regardait uniquement le volume des impressions qui étaient diffusées, puis on a regardé le taux de clic, puis on a regardé l'arrivée sur site, puis on a regardé les visites qualifiées. On en est à une étape maintenant où on regarde les taux de conversion sur les magasins en ligne et sur les magasins physiques. Donc on voit qu'il y a une réelle évolution du métier d'accompagnement et qu'il va y avoir des accroches technologiques de plus en plus présentes. Nous, le positionnement qu'Index a, mais que d'autres acteurs partagent, c'est que ça passe par l'éducation et par la transparence des informations. Donc comment on aide les agences et les annonceurs à répondre à ça, c'est en donnant un maximum d'éléments, en les accompagnant, nous, avec ce qu'on voit sur notre back-end, pour pouvoir leur donner des éléments pour prendre des décisions et pour construire des dispositifs qui soient plus efficaces et plus avancés. Ouais. Pardon, si je peux me permettre juste, peut-être que les outils sont plus simples, certes, mais il y a de plus en plus d'outils. Et monter une campagne aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans. Il y a la de serveur, il y a la DSP, il y a la de vérificateur, il y a la DCO, il y a la DMP. Je pense clairement J'intègre ça dans la complexité de faire une campagne intelligente. Moi, ce que je pensais juste, c'est l'activation, littéralement, envoyer des impressions, envoyer des campagnes publicitaires sur des sites. Okay. C'est plus facile maintenant que ça l'était avant. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ah ben bien sûr que non. C'est à quoi il faut s'arrêter, je veux dire. Quand je dis ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est plus simple, mais il faut pas le faire. Non, c'est plus simple, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est là où il peut y avoir le piège, justement, d'internaliser et de mal le faire, en fait. Internaliser un Google AdWords et un Facebook, ils aident bien les annonceurs très facilement et c'est assez simple. Bien le faire, bien l'optimiser, ça c'est l'expertise des agences. Parce que faire une longue liste de 150 000 mots-clés, un annonceur et sa ressource interne, ça a été un peu limité. D'accord. Tu voulais intervenir, Pierre-Antoine. Oui, sur ce sujet de position tech, c'est vrai que nous, depuis le début, on a pris le parti d'exécuter les campagnes pour le compte de nos clients. Donc c'est un parti pris, c'est qu'on a dit, nous, on a la technologie et la capacité à exécuter. Et je sépare bien l'exécution du conseil. Donc on a opéré pour le compte de nos clients, les agences et les annonceurs, depuis le début de l'exécution de nos campagnes, en considérant que c'était un métier compliqué, en découverte, en plus, qui est un métier un peu à cheval entre la créa et le média, ce qui rendait difficile pour chacun des deux, créa ou média, d'opérer tout seul. Donc on a fait ce parti pris. Par contre, sur le sujet du conseil, nous, on a vraiment pris le parti d'aider les agences, parce qu'on ne peut pas vivre sans agence. Nous, on fait un métier qui est qu'on vit avec les agences. Et donc, on a fait pris le parti de fournir des éléments, de les aider à construire des scénarios, de les aider à faire des pitchs quand il y a des annonceurs qui sont là, d'être présent auprès des agences. Parce que je pense que le rôle des technos, c'est pas de filer les clés du camion en disant aux gens, débrouillez-vous, il y a des FAQ en ligne, comme tu as dit. Je pense que si tu fais ça, rapidement, les gens se servent du niveau 1 du produit. Et personne ne descend en profondeur dans ce qui est faisable. Donc, on part du principe que si on veut atteindre le niveau 2 ou le niveau 3, il faut aider à exécuter. Et il faut ensuite aider les gens qui vont déployer ces technologies le plus possible à les déployer. Alors justement, ce phénomène d'accompagnement des agences de ton côté, à l'inverse, on voit aussi beaucoup d'agences accompagner certains annonceurs dans leur approche de désintermédiation. C'est quoi, du côté de chez AdClick ou du côté de chez Zenith ou Publicis, c'est quoi votre vision de ce phénomène où on voit un certain nombre d'agences de trading desk qui accompagnent et qui proposent un certain nombre d'offres
pour encourager cette fameuse désintermédiation, peut-être pas opérationnelle, mais en tout cas stratégique peut-être? Écoute, je ne sais pas si c'est de la désintermédiation, mais effectivement, le métier quand même a pas mal bougé, nous, côté agence et d'un point de vue accompagnement techno. Alors oui, on met en place des technos, on pourrait parler de DMP, même si bon, voilà, c'est plus le Graal qu'il y a eu, que c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans. Mais en revanche, ouais, le rôle maintenant d'une agence et de nous, agence, c'est de mettre en place aussi des strates data pour nos clients. Comprendre comment optimiser le split first party, second third, comment enrichir cette first party, comment choisir les bons deals second party, comment mieux choisir ses partenaires third party, etc. Et après ça, mettre en place une strat techno. Il ne faut pas faire l'inverse, hein. Strat data et ensuite strat techno. Donc oui, on aide de plus en plus, on accompagne pas mal de clients sur ces sujets-là. Publicis développe des outils assez intéressants, Publicis People Cloud que je ne vais pas développer ici, mais qui te permettent vraiment d'avoir une valeur business, et on en reparlera peut-être après, mais pour vraiment avoir des actions ciblées et personnalisées sur chaque individu. Donc on est vraiment dans cette chaîne de vraiment end-to-end, du planning jusqu'à l'activation individualisée. Et oui, clairement, on accompagne nos annonceurs là-dessus. Chez Adclick ? Comme on a la chance de travailler avec Publicis sur le plus gros annonceur français, sur une thématique très particulière, très fine, je pense que le rôle de point central de l'agence vis-à-vis surtout des grandes marques, parce que les annonceurs veulent reprendre les outils parce que Google, Facebook, entre autres, ont commencé un peu l'histoire. Sauf que les outils sont complexifiés, ça on est tout à fait d'accord. Du coup, ça devient quand même assez compliqué de comprendre et de savoir quelle est la valeur de cet outil qu'on utiliserait sur une campagne X, Y et Z. Nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice de ce client-là pour Publicis. Mais le point central, c'est quand même la vision globale du budget, de ces campagnes, de ces activations, les data. Alors la data, ok, super la data. Le rôle de quelle est l'exploitation de la data, comment je l'utilise, à quoi elle sert, quelle est la valeur ajoutée que moi, agence. Et ça, ce rôle-là, je pense que ça va être extrêmement difficile. Je ne suis pas dans la bataille parce que mon client est là, parce que ce n'est pas l'objet. Mais ça va être quand même très difficile pour les cabinets de conseil d'arriver à avoir ce niveau d'expertise-là et d'utiliser la vue globale de tous les acteurs qui apportent quelque chose à la campagne. Nous, si on a toute notre petite partie sur la géolocalisation, le multilocal fin, et puis d'autres sur d'autres choses, mais piloter en centrale. Donc, voilà, voilà. Alors justement, tu évoques le fait qu'il faut de plus en plus maîtriser un certain nombre de nouveaux concepts qui arrivent assez souvent sur le marché programmatique. Certains diront tous les 6 mois, d'autres tous les ans. Parmi, par exemple, ces concepts, il y en a un qui a fait... qui a fait les beaux jours des éditeurs depuis quelques mois, c'est celui du header bidding. Comment les agences, par rapport à ce phénomène où il est question quand même d'une augmentation de revenus potentiels pour les éditeurs via ce mécanisme-là, comment justement vous arrivez à légitimer votre rôle d'agence pour rassurer, on va dire, les annonceurs sur le fait que le header bidding, ce n'est pas forcément mauvais pour eux, ou au contraire qu'il y a des moyens de pouvoir mieux optimiser ce nouveau concept. C'est quoi votre vision des choses ? Sûr qu'on est à légitimer. Enfin, déjà, d'un point de vue perso, je pense que c'est une très bonne chose que les éditeurs aient un petit peu plus de revenus et que cette croissance de la monétisation de ce business-là ne revienne pas non plus qu'aux GAFA et revienne un peu aux éditeurs. Et ensuite, je prends l'exemple de Zénith, du coup, dont je m'occupe. Vu qu'on est quand même beaucoup sur des PMP, sur des deal ID, le header bidding n'est pas non plus la principale préoccupation qu'on a. En revanche, ensuite, quand on remonte sur les open auctions, etc., la chose dont on doit faire attention, c'est évidemment de ne pas enchérir sur les bids qu'on a, sur ses propres bids pour un groupe annonceur ou pour un annonceur. Donc voilà, ça c'est le stack techno qui nous permet de le faire, mais la principale préoccupation, ça va être celle-ci. Attention de ne pas surbider. À part ça, le header bidding, c'est un sujet, mais voilà. Merci. Bon, moi, j'ai fait une école de commerce, donc je laisse les affaires. Non, c'est très technique. C'est très technique. Chacun a un peu sa version. Moi, je suis assez d'accord. La finalité, c'est, quel que soit le bid, machin, quelle est la qualité que j'ai derrière ? Qu'est-ce que ça a apporté à la campagne ? Est-ce que j'ai plus de visites ? Est-ce que j'ai plus de leads ? Est-ce que j'ai plus de ceci ? Où sont mes emplacements ? Est-ce que je suis transparent ? J'ai des infos ou pas ? C'est ça qui est important. Après, c'est une bataille, c'est une relation entre éditeurs oui, mais est-ce que ça ne justifie etc. pas encore plus le fait de pouvoir s'associer à un intermédiaire comme une agence pour pouvoir appréhender ce type de phénomène ? C'est un peu ça le sens de ma question, en fait. Oui, donc ça d'accord. Okay. D'accord. Mettons-nous autour de la table, discutons, etc. Mais 65% des investissements, c'est Google, Facebook.
faut remettre un peu les trucs en place, en perspective. On est en train de parler, il y a des grosses organisations qui se passent, les places de marché premium qui se regroupent, les ceci, les cela. La bataille, moi qui suis au conseil d'administration de l'IAB, on discute beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, se battre contre les GAFA? Alors, je pense qu'il faut, c'est pas la bonne question, à mon avis, c'est comment revaloriser. D'abord, les éditeurs dont on parle, c'est les 35% qui restent. Hein. Ouais. Et ça reste des super marques médias, etc. Que les CPM augmentent, que les revenus augmentent pour les éditeurs, moi je suis d'accord, c'est absolument génial. Parce que je peux acheter des trucs à 10 centimes, ça n'a aucun intérêt. Ok. Voilà. Et côté justement la techno, quand vous les accompagnez, vous leur dites quoi? Travailler avec vos agences, c'est elles qui vous aideront à mieux comprendre? Alors déjà, moi, Déjà, j'ai fait mieux pour comprendre. Déjà, et ensuite, on dira aux annonceurs, à nos clients directs, on va essayer de vous expliquer quand même. Donc moi, mon métier, mon objectif, en tout cas cette année, c'est de faire comprendre justement aux agences que le header bidding, ce n'est pas un sujet d'éditeur uniquement et que ça représente énormément d'opportunités de développement et de différenciation pour les agences. Sans rentrer dans les détails techniques, l'arrivée du header bidding chez un éditeur, ça va apporter une vision plus importante de l'acheteur sur toute l'audience qui peut constituer un site internet, donc tous les training desks, toutes les initiatives qui vont s'appuyer sur des ciblages d'audience vont avoir un terrain de jeu qui est bien plus important. Ça va aussi impacter leur capacité à pouvoir se positionner sur une impression ou pas, dans le sens où elles vont pouvoir passer éventuellement devant des ventes directes, pouvoir mettre en place des deals, comme Arnaud l'a dit, avec des éditeurs, pour justement avoir accès à un inventaire qu'elles n'avaient pas avant ce problématique. La complexité du header bidding, c'est, et surtout en ce moment, en France, que chaque éditeur a son setup qui lui est propre. Et là où l'accompagnement d'Index et d'autres exchanges est très important, c'est qu'il y a ce besoin de centraliser l'information et de la fournir aux agences pour qu'elles puissent l'exploiter. Et ça rejoint un petit peu le point sur la désintermédiation, parce qu'au final, en tout cas je parle pour ma structure, à l'heure actuelle sur le territoire de la France, on n'a pas les moyens d'aller voir tous les acheteurs qui voudraient internaliser pour aller leur expliquer que tel éditeur a tel stack techno, etc. etc. Recrute. Donc ce besoin de centralisation... Tu emmerder, tu recrutes, voilà, tu formes et tu envoies les gars sur le terrain. Ça va faire beaucoup de monde. Pour l'emploi. Très bien. Donc tu utilises les agences pour faire ce Exactement. D'accord. Et certains annonceurs viennent nous voir pour nous demander des informations sur le header bidding, sur comment ça se passe, sur quel niveau de transparence ils peuvent attendre de la part d'un trading desk. On répond à ces questions-là, mais on garde en tête quand même que nos clients, à la base, ce sont les trading desks, les agences, et on n'entame pas ce genre de conversation sans mettre les agences dans la boucle. D'accord. Et ne perdons pas de vue que la finalité de tout ça, c'est que l'annonceur ait une meilleure valeur encore de sa diffusion et qu'en fait finalement c'est le retour sur investissement qui est important et pas uniquement le prix qui paye. Alors c'est très bien ce que tu me dis parce que ça me permet Oui, on voulait te féliciter. Parce que ça me permet de justement d'aller sur notre dernière question puisque tu parlais de performance. Pendant très longtemps, on a pensé que la performance était uniquement le coût, mais on voit que de plus en plus la performance, c'est également la création qui est derrière une campagne et qu'il y a aussi une sorte de besoin d'autonomie des annonceurs sur le plan créatif, hein, la volonté par exemple de faire du brand content, de faire ses propres vidéos, etc. Alors, est-ce que ça peut être une opportunité pour le développement de nouveaux services pour les agences? C'est cet aspect créatif, ce besoin qu'ont les annonceurs de se réapproprier les aspects créatifs. Et est-ce que des technologies comme la DSO, par exemple, peuvent répondre à ce besoin, à cette opportunité? Oui, tout à l'heure, on parlait rapidement de strat data et d'individualisation des messages. Bon, mais clairement, on est là-dedans. On est dans proposer évidemment la bonne expérience à chacun des internautes. Et du coup, la DCO, bon, c'est sa raison d'être, hein, clairement. Donc évidemment qu'on s'appuie sur des boîtes comme celle de Pierre-Antoine pour adresser ce sujet-là. Et puis également, enfin, pour toujours parler de chez nous, mais en interne, on développe aussi des capacités de contenu pour pouvoir adresser toute cette volumétrie d'assets créatifs qu'il faut développer. Avant, on était sur un spot télé, très bien. Maintenant, il faut aussi savoir le décliner et l'adapter aux nouvelles problématiques. Et du coup, oui, on développe des choses en interne. Oui, on s'appuie sur des technos comme Adventory là-dessus.
Pierre-Antoine. Ouais, nous, maintenant, ça fait quelques années qu'on est sur le sujet. Je trouve qu'il y a une sorte de maturité qui s'installe. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut s'en occuper. Comme vous l'évoquez, les annonceurs ont ou pas installé des DMP, mais commencent à avoir une stratégie data, commencent à vouloir internaliser la partie CRM, marketing direct, tout ça a du sens. Du coup, nous, ce qu'on vit un peu, c'est c'est un truc qui est quand même un peu à cheval entre les agences créa et les agences médias. Beaucoup d'annonceurs ont cette vision de dire je mets la créa à droite, le média à gauche. Et on voit, nous, souvent le problème émerger qui est plutôt un problème de réconciliation des stratégies entre les deux agences qui opèrent pour le compte du client, qui n'ont pas forcément des stratégies convergentes dans la façon de traiter le messaging. Et ça reste quand même opérationnellement les agences médias qui comprennent le mieux le problème d'optimisation média que pourra engendrer la bonne créa. Mais de l'autre côté, quand on commence à être côté CRM, ça va aussi être des agences CRM, des agences créa qui vont avoir la compréhension de comment j'adresse le bon message, quelle va être la mesure du ROI. Et puis on retrouve les agences conseil qui elles-mêmes gèrent le tracking, le pilotage du site de l'annonceur lui-même. Donc la désiloisation qu'on appelle de nos voeux, c'est pas encore pour demain, quoi. Mais j'ai peur que l'organisation actuelle ne donne pas le rôle à quelqu'un en particulier. Du coup, l'annonceur l'aspire un peu chez lui. Il y en a une partie. D'un annonceur à l'autre, c'est pas aspiré au même endroit. Je pense que dans le retail, ça va plutôt être aspiré par l'annonceur, par lui-même. Dans d'autres secteurs, ça va être aspiré par l'agence créa. Dans d'autres, par l'agence média. Ça va un peu dépendre de la typologie d'annonceur. Il n'y a plus d'expand, c'est marrant. Pas remarqué, on voit plus d'expand. Non, mais quand on parle création, on parle fabrication, idée créative, positionnement. On parle format, on parle déclinaison. Quand on est Zénith, on n'a pas que le digital, on a la radio, la chaîne, machin, et donc il y a une cohérence. Ça reste encore des métiers quand même, je trouve, séparés, ça peut être intégré, il y a des agences créa dans le groupe, évidemment, on les connaît bien, qui sont plutôt... Si je peux illustrer ce que tu dis, si je prends l'exemple de Marcel et Blue, par exemple, voilà, qui se rapprochent, on est pile dans l'illustration de ce qu'on est en train de dire. Donc là, on est dedans, et on est quand même liés, c'est la même famille, c'est la même maison, ça peut travailler. Mais le jour où il y aura un Cannes Lions sur des créas digitales, là, il se passera vraiment un truc. Mais aujourd'hui... Le jour où tu as un grand prix là-dessus, je suis un peu généralité parce qu'il y a quand même des prix qui existent, mais des grands prix qui ont une valeur pour les créatifs de bosser sur les créas, nous on en voit tous les jours. On voit des JPEG fixes retrouvés dans nos magasins, sur des landing pages qu'on héberge chez nous. Donc je veux dire, c'est que le message de démarrage, et là le conseil est super important, nous on en fait plein en disant attention, vous devriez, il y a des choses qui marchent, on a l'expérience sur ça. Et le rôle des agents c'est juste super important. Mais voilà. Eh bien, c'est sur cette parole de rôle d'agence hyper important. Ça nous va. Félicitations. Mission accomplie. Merci, messieurs. Merci pour votre participation à The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour de la mutation du métier d'agence. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La désintermédiation totale est un mythe. 2. Le conseil sans exécution est suspect, pour ne pas dire potentiellement dangereux. 3. L'arrivée constante de nouveaux concepts programmatiques ouvre, pour les agences notamment, des opportunités de création de services autour de l'évangélisation et de l'exécution. Et ce, pour le compte des annonceurs. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes de discussion sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, TradeLab et Smile Wanted. Sans oublier notre partenaire média, le magazine Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.